Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire et cette journée EPSA Summit. Je vous propose d'attendre encore quelques petites minutes que les derniers participants se connectent et puis ensuite on partira pour parler de fiscalité de l'innovation aujourd'hui. Écoutez, je vous propose de démarrer. Bienvenue et merci à tous pour votre participation. Donc, on se rappelle les objectifs et les enjeux de la journée, c'est de vous éclairer sur différents sujets, sur comment booster finalement votre compétitivité grâce à l'innovation, grâce à la performance et la transformation des organisations. Donc, l'idée, c'est évidemment de ne pas revenir dans l'ultra-détail de l'ensemble des dispositifs, mais de vous donner quelques clés pour financer et sécuriser vos investissements. Donc, on va parler de fiscalité de l'innovation aujourd'hui, et notamment des leviers et des conditions qui accompagnent cette montée en puissance de l'utilisation des dispositifs. Donc, pour ça, voilà, moi, je suis Brice Obadia. Ça fait environ 20 ans que je suis spécialisé dans la R&D, à la fois en tant qu'ancien chercheur, ancien valorisateur de l'innovation et aujourd'hui dans le conseil. Donc voilà, dans le conseil depuis une quinzaine d'années, 5 ans chez EPSA et aujourd'hui je suis en charge des expertises et de la gestion des contrôles fiscaux pour le cabinet. Et donc pour présenter ce séminaire, je serai accompagné de 2 experts, Colline et Clémence, que je vais laisser se présenter. Vas-y Colline. Merci Clémence. Donc moi je m'appelle Colline Barvaux et je suis responsable de l'entité française de Moneyhawk by EPSA, qui est la structure dédiée à l'IPbox du groupe EPSA. Et moi, je suis Clémence Guillaume, donc plus de 15 ans d'expérience chez Sogedef, devenu EPSA depuis 2020, en tant que consultante en financement de l'innovation et précédemment chercheuse en chimie. Et justement, c'est moi qui vais démarrer un peu cette présentation et notamment, déjà en premier lieu, un petit rappel rapide sur ce qu'est l'innovation. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? La définition consensuelle, c'est la transformation d'une invention ou d'une découverte en processus pour aboutir soit à des nouveaux produits, soit à des nouveaux procédés. Et là, on voit qu'il y a déjà deux chemins possibles pour y arriver, soit passer par des activités de R&D qui, elles, se heurtent à beaucoup d'incertitudes, qui apportent des nouveautés par rapport aux connaissances scientifiques, qui apporte une créativité dans la façon d'apporter une réponse à ces incertitudes, ou alors passer par l'innovation directement, qui prototype un nouveau produit ou procédé et qui conduit à un prototype avec de la supériorité observable, mesurable. Tout ça éventuellement en passant par une preuve de concept préalable pour conduire à une innovation. Et c'est important puisqu'aujourd'hui, les entreprises doivent se réinventer constamment. La concurrence est très aiguisée en ce moment. On a l'émergence de technologies de rupture. On parle beaucoup de l'IA en ce moment. Il y a aussi la recherche en quantique qui avance énormément dernièrement. L'évolution des modèles d'offres avec la dématérialisation en cours à tous les niveaux. On voit bien que les modèles d'offres évoluent. La perméabilité, la globalisation des marchés. On ne réfléchit plus au niveau d'un pays, mais au niveau d'un continent, on voit au niveau mondial. Et ensuite, la volatilité de la clientèle, un peu due justement à la concurrence aiguisée, qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont perpétuellement en course pour chercher à se démarquer. Et on a voulu vous citer des exemples, maintenant qu'on a rappelé l'innovation, qu'on a rappelé l'enjeu de l'innovation quelque part. Quelques exemples flagrants de marques connues, L'Oréal, Doctolib, Blablacar, Lectra, Mistral. Sans rentrer dans le détail, si je prends par exemple Doctolib, qui est en santé numérique, plateforme de prise de rendez-vous médicaux, ils ont vraiment cherché à apporter une nouvelle solution en santé prédictive avec au démarrage une plateforme SaaS avec un slogan qui nous marque encore aujourd'hui, même tout le monde, qui est
je prends rendez-vous chez un médecin en moins de 2 minutes. Slogan qui a tellement fonctionné, plateforme qui a été tellement bien développée quelque part, qu'aujourd'hui, il est même difficile d'imaginer prendre rendez-vous chez un médecin sans passer par Doctolib. C'est comme devenu un acteur de référence. Donc, on voit que l'innovation, au-delà de l'image, évidemment, que ça apporte à l'entreprise, ça a aussi des retombées sociétales qui alimentent encore plus l'image de l'entreprise qui innove. Et là, je passe la parole à Brice, puisqu'on voit bien que l'incertitude étant devenue la norme, bon, il semblerait qu'il y ait un souci, donc je vais me permettre de continuer. Investir dans l'innovation pour pérenniser son activité est devenu aujourd'hui indispensable. Et donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de voir ensemble quels sont les leviers à activer pour continuer à investir, comment on sécurise et on pérennise ces leviers, et comment on équilibre la prise de risque. Parce qu'on voit bien que quand on lance un projet d'innovation, on a un risque technologique, on a un risque projet, on a un risque financier et finalement aussi un risque marché. Alors, si tu veux revenir juste avant, Clémence, effectivement, on va revenir sur le risque associé à la gestion de projet et sur le risque de l'impact financier. Donc, on va commencer par le risque de gestion de projet avec différents enjeux. Donc là, effectivement, tu peux dérouler les 2 slides suivantes. Donc, structurer, manager l'innovation. Alors, on peut le prendre de différentes manières. Soit on peut le prendre de manière très structurée, très organisée, en convoquant finalement le management de l'innovation à travers une norme qui est présentée ici. Alors, une norme, mais qui n'est pas une norme présentant des exigences de respecter finalement des engagements, mais qui est plutôt une norme de recommandation pour avoir un système de management efficace de l'innovation. Donc, quand on regarde le schéma de droite, alors on ne va pas rentrer dans l'ultra détail, mais on va juste constater finalement qu'il y a différents sujets. Il y a un sujet finalement de construire le terreau de l'innovation, ce qui est appelé context of the organization. Donc, c'est effectivement comment la société peut mettre en place une culture d'innovation. Comment est-ce qu'elle peut construire finalement une vision de l'innovation? C'est ce qui est consacré en tant que leadership. Des process pour finalement aller de l'idée jusqu'à la valeur de l'innovation mise sur le marché. Et puis après, il y a toute la performance et la mise en œuvre de cette innovation, à la fois en passant par la mesure et finalement la planification de cette innovation. Donc ça, c'est vraiment un système, je veux dire, très, très développé de structuration de l'innovation. Après, si on analyse un peu les choses, on retrouve finalement plusieurs enseignements de cette norme de management de l'innovation. La première, c'est que finalement, comme je le disais, on doit créer finalement le terreau pour faire pousser les bonnes idées et trouver les bonnes conditions pour innover. Donc, le premier enjeu, finalement, c'est de parvenir à décloisonner, au moins au niveau de l'organisation de la société, autour de l'innovation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer des objectifs clairs et partagés concernant l'innovation et de proposer également des solutions agiles avec des hiérarchies finalement un peu horizontalisées, ce qui permet de réduire les coûts de transactions internes et de pouvoir avoir une bonne fluidité au sein des structures. Le deuxième point, c'est de créer des passerelles. Et encore une fois, ça va être beaucoup de collaboration et beaucoup de partage afin de pouvoir développer finalement un bénéfice, souvent qui est associé et orienté client, mais en tout cas un bénéfice vis-à-vis des bonnes idées qui vont être proposées par les collaborateurs ou qui vont émerger en tout cas des échanges avec votre client. Et puis le dernier point, alors c'est de faciliter l'expérimentation. Donc faciliter l'expérimentation, on peut l'entendre. Attends, reviens Clémence, s'il te plaît. Pardon. Faciliter l'expérimentation à travers des lieux totems, par exemple, de pouvoir responsabiliser les collaborateurs, de leur donner du temps pour développer leurs solutions. Et finalement, une fois qu'on a créé ces conditions-là, on peut développer cette culture d'innovation. Donc, ça se passe à travers la nomination et l'identification de relais et d'alliés qui vont être à la fois les vecteurs, mais aussi les personnes à même de pouvoir accompagner les idées.
Bien évidemment, quand je parlais d'horizontalité, c'est d'être capable d'accueillir toutes les idées, j'allais dire d'où qu'elles viennent, à la fois en termes d'amélioration de la productivité ou bien en termes d'amélioration du service client. Mais en tout cas, voilà, les bonnes idées peuvent émerger de partout. Et enfin, si vous développez des semaines de l'innovation, en tout cas des jeux autour de l'innovation, bien penser à récompenser l'investissement de vos collaborateurs dans ce domaine-là, puisque finalement, c'est en plus, il y a du dépassement de fonction pour arriver à cet objectif-là. Donc, une fois qu'on a créé ces conditions, on peut passer sur la structuration de l'innovation. Donc, le premier point, effectivement, c'est de définir une vision, une politique d'innovation en y allouant un budget, c'est-à-dire qu'un budget qui finalement va aider à créer, ou en tout cas à contribuer à créer la société et le groupe de demain. Et puis de définir un portefeuille. Ce portefeuille, en fait, doit se poser plusieurs questions. Quelle exposition vis-à-vis des risques, hein? On peut risquer gros sur quelques projets, mais il faut être capable d'assumer les pertes finalement associées à certains projets. C'est ce qu'on voit notamment en pharma, par exemple. Quelle technologie clé choisir? Quels horizons? Est-ce qu'on est sur des horizons de court, de moyen ou de long terme? Et puis, finalement, arrive la question de la constitution du portefeuille de projet. Donc, ce portefeuille de projet, il va être constitué à travers un processus d'innovation qu'il convient de définir avec différentes étapes, différents jalons, et à travers différents jalons, finalement, définir quels sont les objectifs qui permettent de passer à l'étape suivante. Ces objectifs, bien évidemment, il ne doit pas avoir qu'un seul point de vue, le point de vue technologique, par exemple, ou le point de vue de marché. On doit être sur une approche holistique qui, finalement, vient considérer tous les avancements associés à ce projet. Et donc, une fois qu'on a respecté ce process, en fait, on part de l'idée, on constitue un portefeuille qu'on peut éventuellement ventiler en programme, et puis après, on sera vraiment dans la gestion interne de projet. En parallèle de tout ce processus de développement de l'innovation, on a également la nécessité finalement de construire des partenariats et ce qu'on va appeler un écosystème de recherche. Donc cet écosystème, il est évidemment vivant. C'est-à-dire que vous allez avoir des partenaires de long terme qui vont finalement s'intégrer dès le départ de votre pipeline d'innovation pour arriver jusqu'à votre cible marché. Mais il y a besoin d'une animation puisqu'en fait, vous pouvez avoir des partenaires qui sortent ou qui rentrent en cours de projet avec lesquels vous allez avoir différents objectifs. Soit voilà, ça va être de développer des actifs de propriété intellectuelle, de développer des produits, ou bien de développer purement des partenariats avec la volonté de faire avancer la technologie. Donc, ce qui est important finalement quand on construit ce cockpit de pilotage, c'est de s'intéresser à la valeur et à la performance de son portefeuille d'innovation. Donc, quand on parle de valeur, on entend évidemment des critères financiers, le ROI, la part des produits de moins de X années. Donc, quand je dis X, en général, c'est 3 ans. On regarde ces critères-là. On peut aussi considérer le nombre de produits qui sont mis sur le marché dans un temps défini, mais pas que. La volonté finalement de partager des actifs de pays et de développer des actifs de propriété intellectuelle est importante. L'image de marque va venir contribuer à l'attractivité des talents. Donc, c'est également un point à considérer. Et puis, évidemment, la mise en place de partenariats qui peut être importante pour accélérer finalement nos innovations dans un écosystème qui s'entend depuis la concurrence et les fournisseurs jusqu'à des fonds d'investissement qui vont vous permettre de lever de l'argent et d'avancer plus vite finalement pour développer votre entreprise. Donc, une fois qu'on a parlé de stratégie et de structuration de l'innovation, se pose également la question de son financement. Comment est-ce qu'on peut mobiliser, utiliser notamment les financements publics pour pouvoir financer au mieux ces projets et encore une fois avec pour objectif d'atténuer le risque associé globalement à ce projet. Donc nous, on part vraiment d'une conviction au sein d'EPSA Innovation, c'est que le financement public de vos projets doit être la conséquence finalement d'une R&D bien structurée. Et l'idée, c'est finalement se reposer sur la qualité de votre structuration, la qualité de votre organisation pour pouvoir lever des fonds publics. Une erreur qu'on constate régulièrement, hein, c'est de se dire, bon, on va d'abord lever des fonds et puis ensuite, je me structurerai pour pouvoir sécuriser ces financements. C'est prendre comment dire,
les dispositifs à l'envers. Il y a vraiment une nécessité finalement d'arriver avec des projets bien construits, bien conçus, bien suivis, et de bénéficier finalement de toute cette structuration qui va permettre effectivement de mettre le produit efficacement sur le marché, mais également d'aller lever des fonds publics. Donc, une fois qu'on a, voilà, on a finalement défini ces bonnes conditions de travail, on peut effectivement aller lever des financements publics. Et pour les financements publics, alors là, moi, je vais plutôt me concentrer à l'occasion de notre échange d'aujourd'hui sur les aides fiscales. On regarde vraiment en fonction de l'avancement du projet. C'est pour ça, vous le verrez par la suite, quand on va aborder un peu les outils qui peuvent aider à structurer votre projet. On va vraiment regarder par phase d'avancement du projet, par lot. Une méthode d'analyse très répandue, très utilisée, notamment quand on va aller chercher, alors pour le coup, des aides fiscales, des aides directes, pardon, de type aide européenne, c'est l'échelle TRL. Sur des TRL bas, on va aller chercher les aides à la recherche, notamment fiscale, le CIR, le crédit d'impôt recherche collaboratif, dont l'acronyme est SICO, et le statut jeune entreprise quand on est une jeune entreprise. Quand on commence à maturer le projet, à partir en phase de développement, on commence à développer les premiers prototypes. On va aller activer, si on est une PME, le crédit d'impôt innovation. On peut aussi activer l'immobilisation de la R&D, qui peut aider à augmenter ses fonds propres et donc aller chercher des financements directs. Et enfin, quand on commence à exploiter, déployer les résultats protégés intellectuellement de sa R&D et de son innovation peuvent donner lieu à IPbox. Et là, c'est l'occasion pour moi de laisser la parole à Colline, puisqu'il va pouvoir détailler un peu ce dispositif relativement récent maintenant. Et donc, je te laisse la parole, Colline, pour détailler l'IPbox. Merci Clémence. Donc peut-être dans un premier temps, concernant l'IPbox, alors c'est certes un dispositif relativement récent qui date de 2019 en France, mais c'est également un dispositif qui a un historique qui est bien plus large, que ce soit en Europe ou dans le monde en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IPbox est venu remplacer ce qu'on appelait avant la Patent Box. Et la Patent Box était un incitant fiscal à l'innovation, mais uniquement ciblé sur les brevets. Et depuis 2016 en Europe, 2019 en France, on a vu l'apparition de l'IPbox. Donc c'est un dispositif qui a été cadré par l'OCDE, qui est très similaire au travers des différents pays, et qui permet aujourd'hui non seulement d'intégrer les brevets, mais également d'intégrer les logiciels au dispositif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on avait un petit peu des patent box qui étaient assez variés, je vais dire, dans différents pays européens. Et le Luxembourg et la Belgique ont été jugés un peu trop agressifs et ont été forcés de passer de cette patent box à cette IPbox en 2016. Et ensuite, la France, l'Espagne, la Pologne ont suivi en 2019, le Portugal un peu plus récemment. Et donc aujourd'hui, on a, si on prend un peu ce cercle de l'innovation, on a avant qu'un projet ne commence, tout ce qui va être subvention, par exemple. Quand on a des dépenses engagées, on va avoir un crédit impôt recherche, un crédit impôt innovation. Et quand cette innovation est un succès, comme Clémence l'a dit, on peut bénéficier du dispositif de l'IPbox. On peut peut-être rentrer un petit peu dans les détails. Je te remercie, Clémence. Donc pour résumer, très simplement, l'IPbox est un incitant fiscal à l'innovation qui permet de bénéficier d'un taux d'imposition réduit à 10% au lieu de 25% sur les revenus liés à la propriété intellectuelle. Donc, dans ces propriétés intellectuelles, deux plus grandes catégories sont les brevets et les logiciels. On a également les procédés de fabrication industrielle, les certificats d'obtention végétale. Ce qui est important de savoir, c'est que alors les brevets, c'est toujours assez évident à identifier. Les logiciels, c'est parfois un peu plus complexe. Les logiciels doivent être ce qu'on appelle protégés par le droit d'auteur. En réalité, cette protection, ce n'est pas quelque chose qui est matérialisé forcément en amont. Un logiciel, à partir du moment où vous avez supporté les coûts de développement, que ce soit en interne ou au travers d'une société de prestations externe, il est possible que vous disposiez de cette propriété intellectuelle. C'est quelque chose qui doit se démontrer, je veux dire, sur demande, mais il n'y a pas de processus de dépôt comme on pourrait l'avoir pour un brevet. Donc, il y a deux grandes conditions pour en bénéficier. Payer de l'impôt des sociétés. Donc, l'IPbox, c'est vraiment un taux d'imposition spécifique. Ce n'est pas un crédit d'impôt. Donc, on a besoin que la structure soit soumise à l'IS pour pouvoir implémenter ce taux d'imposition spécifique. Et puis, deuxièmement, être propriétaire de propriété intellectuelle dont la liste est ici devant. À partir du moment où on a de la propriété intellectuelle et où on paye de l'IS, on va intégrer
trois grandes catégories de revenus au dispositif de l'IP-Box. On va avoir dans un premier temps les propriétés intellectuelles qui vont donner du revenu de licence direct, souvent ce qu'il y a de plus simple à identifier. On peut avoir des brevets sous licence, souvent dans le monde pharma, ça existe. On peut avoir également des revenus de licence sur des logiciels, donc un business model à la Microsoft. Toujours assez simple à identifier, mais ça concerne en réalité une grande minorité de nos clients. La deuxième catégorie de revenus qui peuvent être éligibles au dispositif de l'IP-Box, ce sont les propriétés intellectuelles qui sont intégrées à des produits ou à des services commercialisés. On prend souvent en exemple un iPhone. Dans le prix global d'un iPhone, il y a une partie du prix qui rémunère le hardware, le matériel, et une partie du prix qui rémunère le logiciel. C'est transparent pour le client. Si on est capable de contourer la quote-part de revenus qui correspond au logiciel, on peut bénéficier du dispositif de l'IP-Box sur ce point-là. Ça, c'est notre métier d'identifier justement cette quote-part de revenus. C'est là qu'on va retrouver également du SaaS. On a une prestation de service derrière laquelle on a évidemment une partie importante de logiciel. Eh bien, dans le prix global, on peut contourer une quote-part qui correspond au logiciel. Et puis finalement, dans la troisième catégorie, qui sont les propriétés intellectuelles qui sont utilisées principalement en intragroupe. C'est une situation qu'on trouve assez souvent dans les grandes structures. On va avoir une entité qui développe des propriétés intellectuelles, des logiciels, des brevets, qui le met à disposition d'autres structures du groupe. Dans ce cadre-là également, on peut bénéficier du dispositif de l'IP-Box. Donc, pour résumer assez simplement, deux conditions pour en bénéficier: payer de l'impôt des sociétés, disposer de propriétés intellectuelles. Et à partir du moment où on dispose de propriétés intellectuelles, pouvoir la catégoriser dans les trois catégories que l'on vient de détailler. Un petit focus également peut-être sur le calcul de l'IP-Box. Donc, cette méthode de calcul, c'est ce qui a été mis en place justement par l'OCDE à partir de 2016. C'est quelque chose qui est commun partout en Europe. Et donc, on a, je disais dans les grandes nouveautés, on a eu l'intégration des logiciels. On a également eu la mise en place de ce qu'on appelle le ratio Nexus, qui a été créé justement pour créer un lien entre les dépenses et la possibilité de bénéficier de cet incitant qui est basé sur les revenus, de façon à éviter, je veux dire, les optimisations fiscales qui ne plaisaient pas trop, c'est-à-dire de déplacer les propriétés intellectuelles d'un pays à l'autre. Et donc aujourd'hui, on a deux éléments. La base principale, le revenu net d'innovation, qui se calcule par exercice fiscal. Donc on va prendre sur un exercice fiscal borné, donc en 2025 en exemple, l'ensemble des revenus liés à une propriété intellectuelle, ce qu'on aura pu identifier, soit de la licence, soit de l'encapsulé, soit de l'interne, moins les dépenses en développement sur cette même propriété intellectuelle sur la même année. Ça, c'est le revenu net d'innovation. Et puis ensuite, on le multiplie par ce qu'on appelle le ratio Nexus, qui est compris toujours entre 0 et 1, et qui a pour vocation de balancer ce qu'on appelle les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles. Les dépenses éligibles, ça va être tout ce qui est développement R&D purement interne ou sous-traité à des sociétés externes, absolument pas liées. Ce qui va être non éligible, ça va être l'acquisition de propriétés intellectuelles, l'achat direct, et ça va être également les développements, je veux dire, qui sont sous-traités à des structures qui sont liées et qui ne seraient pas éventuellement dans l'intégration fiscale. Donc, des structures qui sont liées, l'objectif, c'est d'éviter de sous-traiter, par exemple, dans des pays où la main-d'œuvre serait moins chère pour bénéficier ensuite d'un taux d'imposition préférentiel en France. C'est la logique du ratio Nexus. Démultiplié par 130%, capé à 1, c'est justement pour... Il y a quand même une certaine tolérance sur les développements qui seraient éventuellement non éligibles. Beaucoup dans le monde de l'IT, on sait que c'est parfois un peu compliqué de créer quelque chose complètement from scratch. On a toujours peu d'éléments existants. Eh bien voilà, si ça ne dépasse pas 30%, ça n'aura pas d'impact sur le calcul de l'IP-Box. Et puis, ce ratio Nexus, même s'il est inférieur à 1, on peut toujours conserver un dispositif qui est très intéressant. Voilà un petit peu pour les grandes parties du calcul. En pratique, ça donne quoi? Comme je le disais, il y a des éléments qui sont très faciles à identifier, notamment l'IP-Box pour le monde pharmaceutique ou l'édition de logiciels. Donc, on présente ici un cas pratique sur ce sujet. On a du SaaS, on a la licence directe. C'est souvent le cas qui est le plus évident. Alors, évidemment, ça génère des économies qui sont très vite intéressantes. Mais on a également des secteurs beaucoup plus variés. On va travailler beaucoup dans les banques et assurances, on travaille pour des structures en BTP. Là, on a pris un exemple dans le travail temporaire, mais on va travailler aussi pour des réseaux de franchise. Dans l'industrie en général, ça fonctionne très bien également. Et donc, on a pris deux cas qui sont peut-être un petit peu plus originaux.
avec d'une part ici ingénierie construction, c'est le monde du BTP. Eh bien, pour répondre à des problématiques spécifiques, on a également du développement de logiciels. Alors, on a des brevets aussi, mais on a également du développement de logiciels, des logiciels métiers qui viennent vraiment supporter les activités business et qui sont partagés avec les différentes entités de cette société. C'est un dispositif, enfin, c'est un système avec lequel on a pu travailler, on a pu accorder l'IPbox, et donc aujourd'hui, ça fait partie d'un très beau dossier qu'on a sur le sujet. On travaille également pour la grande majorité des structures du travail temporaire en France, pour lesquelles on implémente l'IPbox. On a souvent des outils de matching entre les profils qui sont disponibles et les profils qui sont recherchés. C'est souvent des algorithmes maison. Et ces logiciels sont soit utilisés en propre, soit mis à disposition des clients, soit parfois mis à disposition de différentes entités ou, dans certains cas très spécifiques, sous forme de réseau de franchise. Et donc, on a toujours cette mise à disposition de la propriété intellectuelle, ce partage, en fait, ce droit d'exploitation qui est important pour l'IPbox et qui permet de pouvoir bénéficier du taux d'imposition réduit sur ce qu'on va pouvoir qualifier en revenus liés à ces logiciels. Et puis peut-être le plus intéressant maintenant, comment bénéficier de cette IPbox. Alors l'IPbox, c'est un élément qui est déclaratif. On déclare pour la grande majorité des structures au plus tard au mois de mai, au moment du dépôt des liasses fiscales. Alors on peut également le faire en clôture décalée, bien sûr. Donc ça, c'est ce qui est principalement retenu. On a la possibilité également sur l'IPbox, comme pour d'autres incitants, de revenir dans le passé. Et donc là, on a jusqu'à fin 2025 pour implémenter l'IPbox sur l'exercice 2022. Et la manière dont on fonctionne, alors nous, on travaille exclusivement au SuccessFi sur le sujet. L'élément qui est le plus important pour nous, c'est ce qu'on appelle le début de mission, c'est ce qu'on appelle le kick-off. C'est un élément, c'est une réunion qui dure 1h30 avec, de notre côté, analyste financier, avocat fiscaliste, ingénieur, et puis généralement du côté de nos clients, une personne en charge des finances, très important, et une personne qui a une bonne vue sur soit les développements IT, soit sur les brevets. Cette réunion, pendant cette réunion, on va parcourir une vingtaine de questions, 10 questions plutôt financières, 10 questions plutôt techniques. Ce qui nous intéresse, ce sont les questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, c'est-à-dire les éléments qu'on va devoir recomposer. On travaille uniquement sur base de votre comptabilité analytique pour aller capter les bons flux de revenus. C'est ça qui est important. C'est un petit peu différent des autres incitants à l'innovation. On n'a pas besoin de déterminer un temps, par exemple, passé à la R&D. Donc, on travaille vraiment sur la partie revenus. C'est là l'intérêt de l'IPbox. On travaille sur la comptabilité analytique et donc on est assez rapidement capable de pouvoir sortir des chiffres sur l'économie que pourrait représenter l'IPbox. En moyenne, on met 30 jours. En réalité, voilà, c'est entre 3 et 5 semaines. On est capable de pouvoir, propriété intellectuelle par propriété intellectuelle, déterminer l'économie liée à l'IPbox. Sur base de ces éléments, on vous laisse la possibilité d'un go ou d'un no-go sur l'implémentation. Ça dépendra de l'économie. On a des clients vraiment de taille variée. On a des clients qui, pour 50 000 euros, sont prêts à soulever ciel et terre. Et puis, on a des clients qui, pour 1 million, ne veulent pas y aller. Donc, ce montant d'économie, c'est important. C'est vous qui le déterminez si c'est pertinent. Alors, on passe en revue la liste des éléments manquants et on monte le dossier de défense pour pouvoir introduire les réclamations sur le dispositif de l'IPbox. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez rapide. C'est des missions un petit peu coup de poing et on a la possibilité notamment de revenir sur 22, 23, 24, ce qui permet parfois de faire un petit peu un déclic pour se dire, OK, c'est peut-être la bonne année pour déclencher l'IPbox et bénéficier d'une économie un peu coup de poing dès le départ avec un impact cash qui est quand même assez important. Et merci Colline. Je vais continuer puisque là, voilà, on est sur un dispositif, comme Colline l'a décrit, on peut le mettre en place en mode coup de poing. Après, évidemment, il faut continuer de le travailler et malgré tout, toute la structuration dont vous parlez tout à l'heure avec Colline et Brice vont nous permettre, d'un point de vue fiscal, comme je disais, en fonction de l'avancée du projet, d'activer différents dispositifs, CIR, SICO, JUI, C2I, IPbox. Vous êtes en R&D, vous avez des difficultés, vous cherchez à dépasser les connaissances techniques, on va aller sur du CIR, du JUI, du SICO. Les conditions sont un petit peu différentes. Votre projet, vous le menez tout seul pour votre propre compte, vous supportez le risque, les coûts associés. On va aller regarder du côté du CIR pour bénéficier d'un avantage fiscal, une sorte d'amortissement fiscal, forme de crédit d'impôt.
Vous êtes une entreprise de moins de 8 ans, une PME notamment. Alors, c'est des critères non exhaustifs, il y en a d'autres à respecter, mais vous pouvez, en plus du CIR, bénéficier de certains avantages sociaux via le statut jeune entreprise innovante. Vous avez un projet collaboratif avec un laboratoire public de recherche et vous partagez les risques techniques et la propriété intellectuelle. Vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt recherche collaboratif, acronyme SICO, qui lui représente 40% de l'assiette des dépenses constituées par la facturation prix coûtant de votre collaborateur public, 50% si vous êtes une PME source communautaire. Votre projet est mature, vous avez apporté de nouvelles connaissances techniques. Maintenant, vous voulez dépasser le marché avec ces nouvelles connaissances techniques et notamment développer un nouveau bien, alors matériel ou immatériel. Vous êtes en plus une PME saine au sens communautaire, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt innovation, qui a un avantage fiscal qui, depuis 2025, bascule sur 20% des dépenses que vous engagez pour concevoir ce nouveau bien. Et vous avez de la propriété intellectuelle à l'issue de toutes ces phases de conception. Vous générez l'IS sur cette propriété intellectuelle, Colline vient d'en parler. Vous tracez en plus le CA généré par la vente de cession de licence. Vous pouvez bénéficier de l'IP Box, qui est un avantage fiscal avec un taux d'IS réduit. Ce qui est important, vous le voyez, on a parlé de structuration de R&D. Et là, on va aborder les bonnes pratiques. On parle aussi de structuration de suivi des coûts associés, du CA généré. Vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place les bons outils pour, en appui de vos bonnes stratégies et structurer votre R&D et ses retombées au quotidien. Donc, caractériser la demande marché, les verrous techniques à lever, réaliser et consigner, ça c'est important, votre veille technique et concurrentielle en les sourçant. Décrivez bien les démarches, la planification que vous avez envisagée, tracez les temps, les coûts, les travaux associés. Nous, on travaille avec la Boxy, on a aussi une solution interne qui s'appelle Ludix pour tracer le temps. Le temps, c'est quelque chose que personne n'aime trop tracer parce qu'en plus, ça peut avoir cette espèce d'impression de contrôler les gens, de micromanagement. Chez nous aussi, quand on a mis en place le suivi de temps, ça n'a pas été très simple au début, mais c'est pourtant un élément indispensable de la mesure dont parlait tout à l'heure Brice de performance. C'est aussi une mesure de pondération, d'analyse des priorités. Parce que ce que vous mesurez, vous allez pouvoir vous dire combien de temps ça vous a pris, avec combien de ressources, et donc peut-être décider soit de poursuivre, soit de mettre en stand-by en fonction du contexte de votre entreprise. Tous ces éléments-là aboutissant à des nouveaux produits ou services, on peut aussi aller voir, quand tout est bien tracé et justifié, d'autres aides à la commercialisation, à l'investissement, ou à aller chercher à financer d'autres projets. Et toutes ces bonnes pratiques vont vous garantir la conformité de la justification pour toutes les aides fiscales et vont vous donner des KPI structurants pour aller chercher d'autres financements. Parce que comme je disais, ce que vous mesurez, vous allez pouvoir le projeter plus facilement quand vous cherchez des financements de type subvention, avance remboursable, prêt à l'innovation, avant l'engagement soit d'un nouveau projet de R&D, soit d'une nouvelle phase de votre projet de R&D. Et à ce titre, aujourd'hui, j'ai choisi de décrire un petit peu plus le Gantt, qui est un outil complet de structuration et suivi de projet pour activer les bonnes aides. Parce que le Gantt vous permet de définir, de visualiser aussi ce que, quand on parle d'aide européenne, on appelle Work Package, et les lots et les sous-lots qui vont avec. Et ça va vous permettre clairement d'identifier en fonction de l'avancement de votre projet quel type de financement vous allez pouvoir activer. Alors, soit les financements fiscaux, là je parlais par exemple du CIR, du C2I ou de l'IMO de la R&D, de l'IP Box à la fin. On peut aller regarder aussi en parallèle et peut-être avant sur certaines aides, certaines typologies de projets, les aides amont seront plus adaptées que les aides fiscales. Notamment, vous faites de l'innovation de procédés, vous ne pourrez pas aller bénéficier du C2I puisque lui, il est concentré sur l'innovation de produits. Par contre, vous pouvez aller chercher d'autres financements auprès de BPI France quand vous êtes dans la tech, auprès de l'ADEME quand vous êtes sur du développement durable. Et si vous êtes ce qu'on appelle dans des développements
un peu avant l'industrialisation, dans cette fameuse vallée de la mort où on passe toute une phase assez douloureuse et très coûteuse avant de conduire à vraiment la commercialisation, on peut aller chercher les aides européennes. Et voilà, là, je vous ai montré l'aspect visuel, la finalité du Gantt. On peut, derrière, allouer les ressources à l'avance et puis les corriger en fonction du coût réel. Et ça vous permet d'avoir un suivi du coût, de combien vous estimez. Plus vous aurez eu de suivi de temps, plus l'estimation future sera aisée. Et évidemment, de corriger en fonction du temps réellement passé pour avoir le coût réel du développement de votre projet en fonction des phases, des lots et des sous-lots, avec les gens clairement identifiés et potentiellement, on peut même aller décrire leur contribution exacte, voire la définir en avance. Généralement, vous avez défini une équipe avec un rôle chacune dans le développement. Et en plus, on peut tracer à la fin. C'est un exemple complètement inventé, je précise, mais on peut à la fin tracer la vente des licences associées et aussi le CA généré par la partie qu'on ne pourra pas mettre dans l'IP-Box pour avoir la belle distinction dont Colline parlait tout à l'heure pour pouvoir bénéficier de l'IP-Box. Donc, c'est important parce que tous ces éléments-là, quand la R&D est structurée, et là, je laisse la parole à Brice, les effets positifs vont se faire ressentir partout. Oui, merci Clémence. C'est vrai qu'on peut faire une petite conclusion. Je vois que le temps tourne. On peut faire une petite conclusion voilà, de ce webinaire avec une conviction. C'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore pas mal de marge de manœuvre au sein des entreprises pour structurer leurs activités et leurs projets. L'intérêt de structurer ces projets est vraiment multiple. Donc, le premier, c'est effectivement une efficacité de la R&D, de l'innovation pour développer de nouveaux produits, pour développer voilà, de nouveaux services, etc., des nouvelles connaissances. Il y a aussi un vrai enjeu finalement sur la mitigation du risque et notamment la diminution du risque financier en invoquant les financements publics et leur sécurisation. C'est vrai que la sécurisation aujourd'hui, c'est un enjeu qui est vraiment important et la capacité finalement à alimenter en données contemporaines voilà, tous les dispositifs qui ont été activés est super importante. Je parlais des vertus et de la valeur d'innovation. Effectivement, on peut valoriser des actifs, on peut les valoriser financièrement, on peut aussi les valoriser en termes de partenariat, en termes de brevets, en termes d'image de marque. Voilà, c'est vraiment super important. Et évidemment, performer, je vais enfoncer une porte ouverte, mais la pérennité de votre activité, de votre business, aujourd'hui, on l'a démontré, elle passe vraiment par une capacité à investir et à proposer des choses nouvelles voilà, pour pouvoir remporter de nouveaux marchés. Pour finir, on voulait évoquer finalement un de nos clients, une fierté de travailler avec une société, donc OnePoint, qui est une entreprise des services numériques, qui récemment finalement a obtenu un prix, donc lauréat du prix de la recherche et innovation qui est attribué donc par NAPTA, qui est une société de logiciels, et la lettre du conseil. Donc, ce prix-là avait pour ambition finalement de récompenser les initiatives les plus innovantes des différentes sociétés de conseil, d'audit et les ESN. Et le modèle, finalement, le prix a été obtenu pour le développement d'un modèle assez original, ou en tout cas plutôt efficient et performant, un modèle de recherche intégré donc au sein du groupe OnePoint. Et en fait, quand on parle d'intégration d'un modèle de R&D et d'innovation, finalement, c'est rejoindre de manière très opérationnelle un petit peu tous les éléments qu'on a vus dans la structuration et l'organisation de la R&D. Donc, je ne vais pas tous les passer en revue, mais voilà, il y a un objectif global, c'est finalement de faire dialoguer la science, la société et les marchés, évidemment pour le mettre au service des clients. En termes de stratégie, c'est s'appuyer sur des connaissances marchés, s'appuyer sur des ambitions sociétales auprès des acteurs économiques, d'engager finalement des laboratoires de recherche à rejoindre des thématiques communes et de s'engager sur des moyens. Et ces moyens sont en l'occurrence des laboratoires communs, la possibilité d'activer des chaires et de proposer des thèses CIFRE, donc des thèses financées par les sociétés en vue de développer des connaissances et d'engager des travaux de R&D. En termes de partenariat également, ils sont assez actifs sur le sujet. Je vais principalement acter sur les partenariats académiques,
puisqu'on citera une collaboration avec Télécom Paris à travers le projet Thalia, des collaborations avec l'ESSEC et le projet MetaLab, et enfin un laboratoire commun dédié à l'IA et la cybersécurité qui a été développé avec le CEA. Donc voilà, en conclusion, on est vraiment convaincu que la structuration de la R&D peut porter ses fruits, peut vous aider, et c'était vraiment l'objectif à travers ce webinaire, de vous démontrer finalement que vous avez la possibilité de booster votre performance et votre innovation à travers quelques leviers et quelques bonnes pratiques finalement à mettre en place. Et bien évidemment, donc à l'issue de ce séminaire, on est prêt à répondre à vos questions. Merci en tout cas de votre écoute. Donc pour vos questions, vous avez la possibilité de nous poser des questions directement dans le chat. J'en vois une première qui va s'adresser plutôt à toi, Colline. Si je veux déclarer mon IP Box de manière rétroactive, comment est-ce que opérationnellement il faut que je fasse, sachant que la fin de l'année approche. Donc voilà, comment on peut faire? Donc, excellente question. Alors, premièrement, c'est de la notion de timing. Donc, on a jusqu'au 31 décembre pour introduire une réclamation sur l'exercice 2022. Le process, c'est assez simple. Il faut introduire une demande de réclamation auprès du SIE. C'est un élément qu'on rédige à la fin du dossier. Donc, quand on a pu calculer le montant d'IPBox et réaliser les pièces justificatives, on rédigera le courrier qui accompagne la demande de réclamation auprès du SIE. Donc, c'est assez rapide. En effet, il y a une notion de deadline très importante. Nous, on a fixé officiellement à mi-novembre les derniers kick-off, on va dire, donc les derniers débuts de mission pour les structures qui souhaiteraient récupérer l'exercice 2022. Ça nous laisse aux alentours de 6 semaines pour introduire la réclamation. C'est un délai qui est plus ou moins confortable. D'accord. Et du coup, cette réclamation, c'est quoi? C'est de la restitution de trésorerie, c'est ça? Oui, donc après, il y a plusieurs possibilités. Donc, on attend évidemment l'approbation de l'administration sur le sujet. Et puis, on a deux possibilités, soit d'en bénéficier en tant que remboursement ou de s'en servir en tant que, je veux dire, de crédit d'impôt qui peut être utilisé au fur et à mesure de l'année. Donc, souvent une solution un peu plus rapide. Mais donc, oui, c'est vraiment, sur le coup, c'est vraiment une récupération de trésorerie qui était indûment versée, je veux dire, sur les exercices précédents. Et donc, c'est un gros impact cash assez rapidement. OK. Une autre question sur la GEI, peut-être plutôt orientée vers toi, Clémence. C'est quoi les autres critères finalement pour bénéficier du statut GEI? Tu as parlé de moins de 8 ans. Est-ce qu'on peut préciser les quelques autres critères? Il faut être une PME, alors à l'échelle de la structure qui veut bénéficier le statut jeune entreprise innovante, donc pas forcément PME au sens communautaire. Et ça signifie avoir moins de 250 personnes et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne parle pas forcément de la notion de bilan. Donc, je suis une PME créée ex nihilo, c'est-à-dire pas dans le cadre de concentration, restructuration, etc. En gros, j'ai été créée sans moyens économiques permettant de générer du CA de zéro, from scratch, depuis moins de 8 ans, parce qu'effectivement, c'est un dispositif qui est accessible pour les entreprises qui, à la clôture de l'exercice, parce qu'il s'apprécie par exercice celui-là, ont moins de 8 ans et qui portent un projet de R&D dont les dépenses qui sont très similaires à celles qu'on voit dans le CIR, mais sans les effets de bonus et de malus, donc les bonus comme le jeune docteur, même s'il a été supprimé en 2025, et malus avec un plafonnement de 3 fois les dépenses internes pour la sous-traitance, par exemple, qui représentent, donc ces dépenses de R&D doivent représenter sur l'exercice pour lequel on veut bénéficier du GI 20% des charges fiscalement déductibles. Et si en plus, vous voulez bénéficier du statut jeune entreprise de croissance, il y a 2 autres critères en plus qu'il faut respecter, c'est le maintien des dépenses de R&D d'un exercice à l'autre et une croissance des effectifs de moins 100% sur 4 exercices glissants. Attention, pour le JEC, le critère de dépenses de R&D, lui, n'est plus forcément à 20%, mais doit être compris entre 5 et 20%. Voilà, je précise, le JEI, le JEC, le statut jeune entreprise de rupture dont vous entendez parler n'existe pas, il n'a pas été codifié dans la loi. En revanche, il est vrai que les investisseurs qui mettent
qui mettent des sous dans les jeunes entreprises innovantes qui ont plus de 30% de leurs charges dédiées à la R&D peuvent bénéficier d'un taux d'IRPME un peu plus avantageux. Voilà. Ok. Bah, écoutez, merci pour votre écoute. Merci d'avoir pris le temps sur votre pause méridienne. Voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions et merci et à bientôt en tout cas auprès de la communauté. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.